Moin. Hop, bonjour à tous et à toutes, surtout à toutes d'ailleurs, j'ai l'impression on est en majorité, comme sur le plateau. Donc, webinaire 11 juillet, 11h-12h, on va essayer de tenir le timing. D'ailleurs, je vais d'abord commencer à remercier tous ceux qui participent aujourd'hui, que ce soit nos intervenants et aussi toutes les startups, pour l'agilité à laquelle ils ont fait preuve, puisqu'on a fait beaucoup de changements, on devait être en présentiel, mais avec les nouvelles accréditations, et on a trouvé quelque chose de beaucoup plus performant, c'est de vous proposer de tous se retrouver au CIAL, puisque c'est un CIAL exceptionnel, 60 ans, du 19 au 23 octobre prochain. Donc notre webinaire est intitulé Innovation alimentaire, à l'aube justement du CIAL. Donc j'avais vraiment le plaisir d'accueillir 3 super intervenants, puisque là ma petite complice Sandrine est intervenante aujourd'hui. Donc Sandrine Doppler, Effet Doppler, cofondatrice de Planet Food Santé avec moi. Franchement, on est trop contente de toute cette dynamique et on va pas lâcher l'affaire, n'est-ce pas? Et j'ai le plaisir donc d'accueillir, allez, je vais passer à Freddy d'abord pour faire de la parité. Donc Freddy Tiburce, on s'est vu il n'y a pas très longtemps pour justement les lauriers de la transition alimentaire. Il va nous en dire plus. Et donc, il est fondateur également de la plateforme Manger du Sens, qui est une plateforme qui est super intéressante pour fédérer toutes ces belles initiatives. Et donc, Émilie Meyer, que je remercie en particulier pour son agilité également, qui est directrice Business Insight de Circana. Et on va notamment commencer par elle, puisqu'on va faire un zoom justement sur le contexte des innovations, notamment dans l'alimentaire et la GMS. On voit que ça reprend, on va dire, hein, ça évolue un petit peu plus rapidement que ces précédentes années. On passera la parole ensuite à Sandrine qui nous fera un zoom sur un petit sujet sous chou en ce moment qui est autour de l'intelligence artificielle. Ensuite, on passera à Freddy et moi je finirai par une slide de présentation de toutes les initiatives qu'on a sélectionnées, mais on ne fait pas le plein. Dans le sens où ces 5 jours au CIAL, on pourra vraiment présenter toutes ces initiatives. Donc, je présenterai une dizaine d'initiatives, que ce soit ingrédients, produits finis, boissons et même d'ailleurs initiatives qui permettent d'améliorer à la fois l'alimentation et puis les filières. Et donc, on va commencer par Émilie. Donc, on va essayer de tenir le timing, à peu près 10 minutes chacun. Et puis, on laissera peut-être le temps d'une ou deux questions. Mais après, comme d'habitude, on est à votre dispo quand vous avez besoin d'informations complémentaires ou de mise en contact, parce que c'est ça aujourd'hui, c'est hashtag sororité, mise en contact, mais également mixité et innovation. Donc, Émilie, je vais te laisser la parole. Si tu souhaites présenter un petit peu plus précisément Circana et ton business, n'hésite pas. Et puis, tu nous as préparé une intervention qui est hyper intéressante. Donc, je te laisse la parole. À tout de Bien, suite. merci. Sandrine, je veux bien que tu partages le support. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis très contente d'être avec vous ce matin. Et effectivement, je vais vous parler des innovations en grande distribution. Vous allez voir que il y a des signaux positifs, mais on est plutôt tendanciellement sur des innovations qui perdent un petit peu en impact et en contribution à la croissance du secteur de la grande consommation. Alors, on va commencer par poser le contexte parce qu'on est sur un contexte marché qui est assez peu favorable de manière générale. Ici, vous avez ce que l'on appelle le poids des innovations dans le chiffre d'affaires des produits de grande consommation. Globalement, le 0,6, il veut dire quoi? Ça veut dire que l'année dernière, en 2023, 0,6% du chiffre d'affaires des produits de grande consommation a été réalisé par des produits qui ont été lancés dans l'année 2023, donc par les innovations. Et vous voyez que ce chiffre, quand on prend un peu de recul, il est quand même significativement en baisse par rapport aux années précédentes. Et quand on regarde le chiffre d'affaires que les innovations amènent sur le marché des produits de grande consommation, eh bien ce chiffre d'affaires, il a été divisé par plus de 2 finalement depuis 2017. On a des innovations qui remplissent plus, ou en tout cas de moins en moins, leur rôle d'un peu de stimulation des marchés de grande consommation.
Alors, comment on peut expliquer ça finalement? Il y a plein d'éléments qui peuvent expliquer ça et c'est ça qui crée un contexte pas très favorable. Déjà, le contexte global de la consommation, depuis un peu plus de 2 ans, on est sous tension assez claire de l'inflation. Alors, l'inflation aujourd'hui, il y en a plus en grande distribution, on est en déflation depuis 2 mois. Néanmoins, la déflation est extrêmement modérée et les prix restent élevés. Ça veut dire tous les dispositifs que les Français ont mis en place depuis 2 ans pour essayer de minorer l'impact de l'inflation sur leur budget, eh bien, ça s'installe dans le temps, quand bien même il n'y a plus d'inflation. Et globalement, les stratégies ont été au nombre de deux grandes stratégies. Acheter moins en volume pour essayer de ne pas voir son budget alimentaire exploser, et puis se tourner vers des produits moins chers. Et donc, ces deux stratégies pour faire face à l'innovation ne sont clairement pas favorables aux innovations parce que on achète moins en quantité, on se tourne vers les marques de distributeurs et l'innovation, c'est quand même le terrain de jeu privilégié des marques nationales. Ce qui ne va pas favoriser le chiffre que je vous ai montré précédemment, c'est que sur le marché, d'année en année, il y a de moins en moins de nouveaux produits qui sont lancés. Pourquoi? Parce que les coûts, notamment ces dernières années, ont explosé. Donc, il y a moins de moyens aussi du côté des marques pour innover. Et puis, on a du côté de la distribution ce qu'on appelle des rationalisations d'assortiment. C'est-à-dire que les distributeurs sont plutôt sur une tendance à enlever des références des étagères des magasins parce qu'il y a de vrais bénéfices économiques à gérer des gammes qui soient plus courtes. Et ça, forcément, c'est pas favorable à accueillir des nouveaux produits parce que ça veut dire que quand on va lancer une innovation, quelque part, il va falloir sortir un produit qui existe déjà et ça, c'est des choix qui sont compliqués à faire. Et puis, on a moins de lancements, puis on a des lancements qui sont moins performants. Quand on regarde la performance moyenne d'une innovation, eh bien, elle diminue. Pourquoi elle diminue? Parce qu'il y a de moins en moins de moyens aussi dans les magasins pour mettre en avant les innovations, de moins en moins de temps et d'investissement sur les forces de vente qui ont un rôle énorme, on en reparlera, pour valoriser les innovations dans les rayons. Et puis, on a un déficit de ce qu'on appelle les vraies innovations, qui sont globalement les innovations qui assurent le meilleur niveau de performance. Ici, c'est une information de notre partenaire Mintel, où globalement, on regarde sur les 6 dernières années la typologie des lancements de produits sur les marchés de grande consommation, sur les boissons et l'alimentation. Et vous avez avec la flèche noire ce qu'on appelle les vrais nouveaux produits. Vous voyez qu'on a de moins en moins de vrais nouveaux produits qui arrivent sur le marché. C'est finalement une inno sur 5 qui est évalué comme une vraie inno. Le reste, c'est des nouveaux parfums, c'est des nouveaux conditionnements, c'est des relancements. C'est pour ça que quand on interroge les gens dans le magasin, pour eux, ça, c'est pas des innovations. Et donc, ça vient contribuer aux chiffres que je vous ai montrés. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, comment on peut essayer de retrouver des innovations qui soient performantes et qui viennent stimuler les marchés? Alors, on a déjà un point d'appui intéressant, c'est-à-dire que chaque année, on va interroger les gens dans les magasins de la grande distribution et on les interroge sur leur sensibilité à l'innovation. Et vous voyez que la sensibilité à l'innovation, dans le monde post-Covid inflationniste, on avait quand même une baisse de la sensibilité à l'innovation, c'est-à-dire une envie des gens dans les magasins d'acheter des innovations qui étaient un peu mises à mal par tous les problèmes que l'on connaît. Et là, en 2023, malgré une inflation qui était encore soutenue l'année dernière, on voit le chiffre remonter. Donc, on a quand même à peu près un quart des gens dans les magasins qui ont une appétence à acheter des innovations. Donc ça crée quand même un point d'appui qui est assez favorable. Et quand on leur demande quelles sont vos attentes en termes d'innovation sur les familles de produits alimentaires, vous avez ici à chaque fois l'attente numéro 1 qui ressort. Vous voyez que globalement, quand on jette un coup d'œil, le plaisir est en tête sur quasiment toutes les familles de produits qu'on va trouver dans les magasins. On va avoir sur le surgelé et sur les produits frais bruts, là, la notion de localité. Voilà, je veux plus de produits locaux sur ces familles de produits-là, mais globalement, le plaisir, et sur l'épicerie salée aussi, mais globalement, le plaisir domine ou arrive en deuxième position. Alors, cette notion de plaisir, elle devient de plus en plus indissociable de la nécessité d'amener sur le marché des innovations qui permettent d'assurer un peu la mue du secteur de la grande distribution vers une meilleure consommation. Globalement, aujourd'hui, on a 82% des gens
dans les magasins de la grande distribution qui cherchent à mieux manger, à mieux consommer, dont un tiers qui disent oui, je cherche vraiment beaucoup à mieux m'alimenter. Donc, on est dans une période de réflexion sur sa consommation, de plus en plus de liens avec la santé. Le mieux manger est extrêmement présent et donc les gens veulent mieux manger. Ils veulent se faire plaisir et ils veulent mieux manger. Maintenant, ce que l'on a pu observer, c'est que des lancements de produits qui vont être uniquement sur cette notion de bien consommer, ça ne va pas suffire à assurer de la performance. En revanche, ne pas être une innovation avec des attributs de ce genre-là peut être rédhibitoire. Donc finalement, cette notion de bien consommer, ça devient une espèce de baseline que les innovations doivent avoir, mais la pile plaisir ou la pile efficacité ou la pile praticité doit se rajouter à cette baseline de bonne consommation. Alors c'est l'occasion, puisque Circana a eu la chance aux côtés de Protéines XTC et de Kantar de participer au cahier du CIAL 2024 où 3 tendances ont été identifiées et qui vont recouper un peu ce que je vous ai dit parce que la première c'est l'émotion et derrière l'émotion on va avoir le plaisir qui est fortement en centralité de cette valeur-là. Globalement, on est dans un monde où le besoin de compensation par rapport à tout ce qui va se passer d'un point de vue géopolitique, climatique, économique. Tout ça est extrêmement compliqué. Il y a une grosse anxiété dans les sociétés occidentales et en particulier en France qui va entraîner un niveau de compensation plus important et l'alimentation, clairement, elle va jouer ce rôle. Et l'alimentation va apporter de l'émotion à travers toute la sensorialité des goûts, des odeurs, des textures, des visuels des produits. On a une quête vraiment de recherche de nouveaux goûts. Et c'est l'émotion de la cuisine en général, de la faire et de la partager avec cette dimension aussi festive de l'alimentation. On arrive là du coup sur la deuxième tendance qui est le lien. Et le lien, c'est voilà, après l'isolement de la pandémie, après l'inflation qui quelque part a isolé aussi des gens parce que ne pouvant plus sortir, moins recevoir, on sent que l'alimentation, c'est vraiment la manière d'avoir du lien avec le collectif, avec l'autre, mais aussi du lien dans le temps, c'est-à-dire de renouer aussi avec des recettes d'antan, des ingrédients un peu oubliés, et c'est aussi du lien dans l'espace avec cette connexion à la cuisine du monde qui est de plus en plus importante. Alors on a toujours mangé des choses qui venaient d'autres pays, mais là ça s'exacerbe avec des découvertes de nouvelles cuisines, cuisine coréenne, très à la mode, les cuisines africaines qui sont probablement les prochaines cuisine que l'on va aller explorer. Et puis, dernière tendance, l'attention, c'est-à-dire l'alimentation devient un lieu vraiment d'attention à soi, à sa santé. Alors, il va y avoir 2 voies là-dessus. Soit je suis dans l'optimisation de moi-même par l'alimentation, et ça va donner lieu à des recherches d'aliments qui vont un peu m'augmenter. Et puis, sinon, une alimentation plus naturelle, source d'équilibre. Voilà, on a ces 2 voies qui se dessinent. En tout cas, attention à soi et puis attention au monde, bien évidemment. Et ça reboucle avec ce que je vous ai dit sur la nécessité d'avoir une alimentation plus responsable. Après, je dirais en fil rouge de toutes ces tendances, l'accessibilité prix reste fondamentale, notamment après les 2 années d'inflation. Et donc, ces prix de l'alimentation qui ont pris globalement 15% depuis 2 ans et qui ne redescendront pas, bien évidemment, pour que l'innovation alimentaire fonctionne et rencontre le plus largement possible les consommateurs, il faut qu'elle soit accessible en prix. Alors, une fois qu'on s'est parlé du type d'innovation qui pouvait être de nature à relancer un petit peu le rôle des innovations comme moteur de croissance, il ne faut pas oublier quelque chose qui est peut-être très terre-à-terre, mais qui est absolument nécessaire, c'est l'exécution en point de vente. Parce qu'on peut avoir une innovation absolument formidable. Si quand on va dans les magasins, cette innovation n'est pas vue, alors elle ne fonctionnera pas et elle ne sera pas répandue dans les foyers français. Globalement, 57% des shoppers, des gens dans les magasins découvrent l'innovation par le magasin. Ensuite, c'est le bouche à oreille, Internet, etc. Mais le magasin, le point de vente reste le premier lieu de rencontre entre un consommateur et l'innovation. Donc, il faut absolument que l'innovation, elle soit vue. Et aujourd'hui, vous avez plus de 20 000 références dans un hypermarché. Trouver une innovation, c'est pas facile, surtout qu'on passe assez peu de temps dans chacun des rayons que l'on fréquente. On a des habitudes d'achat, des routines. Donc, il faut vraiment que l'innovation soit vue. Et voilà quelques exemples de rayons en grande distribution émergés dans ce contexte. Ça n'est franchement pas évident. Donc, c'est là le rôle des gens
des salariés des magasins, des forces de vente pour mettre ça en avant. Ensuite, il faut être compris. Il faut que l'innovation, elle soit comprise. Alors, je vous parlais d'accessibilité prix des innovations, mais aussi c'est l'accessibilité de la compréhension. Qu'est-ce qu'on est en train de me proposer là? Et il y a un élément que souligne Mintel qui est intéressant, qui est que la multiplication des allégations marketing sur les packs, on a plus que doublé le nombre d'allégations marketing en 10 ans sur les emballages. Ça va être vraiment de nature à confuser quelque part les consommateurs. Et s'ils ont la chance d'avoir vu l'inno, mais qu'ils ne la comprennent pas, eh bien là aussi l'histoire elle s'arrête, le produit retourne dans le rayon. Et puis bien sûr, la troisième étape, c'est d'être attractif. Donc, il faut être vu, il faut être compris, il faut que ce que l'on ait vu et compris nous donne envie d'acheter. Donc là, il faut être novateur, il faut être différent, mais pas trop, parce que sinon, ça peut poser des questions. Et puis, il faut être accessible en prix toujours. Donc, en conclusion de tout ça, c'est juste de vous dire qu'on est notamment en France, dans un marché alimentaire dont les volumes sont plutôt durablement en baisse parce que notre démographie, le vieillissement de la population va nous amener vers des consommations volumétriques moins importantes parce qu'on fait de plus en plus attention au gaspillage et on jette dans les foyers français 30 kilos de nourriture par an par habitant. Et ces 2 ans d'inflation, ça a vraiment été l'occasion pour les Français de faire la chasse au gaspillage parce que le gaspillage, c'est formidable. Je fais des économies, je fais un geste pour la planète et je ne me prive pas. Donc ça, la tendance à la chasse au gaspillage va appuyer à la baisse sur les volumes. Donc, on est sur des marchés qui sont un peu tendus. Et l'innovation, à ce titre-là, elle a des rôles extrêmement bénéfiques. De stimuler la consommation quand même, d'essayer de donner aux gens envie d'acheter. De défendre aussi la position des grandes surfaces parce que les grandes surfaces sont très challengées par d'autres circuits de distribution, d'autres commerces alimentaires, par la restauration. Donc, si les acteurs de la grande consommation veulent garder les volumes de consommation chez eux, faut aussi proposer des innovations. Une innovation, ça peut créer des volumes de vente, mais ça va aussi créer de la valeur. En général, une innovation, c'est 26% plus cher qu'un produit qui existe. Donc, quand on est dans un marché avec des volumes un peu mous, la création de valeur est importante. Et là, l'innovation, c'est un formidable outil pour ça. L'innovation va aussi, au-delà de l'aspect business, devoir assurer cette mue du secteur de la grande conso vers davantage on va abriter ça derrière la durabilité. Et puis, c'est un outil pour les marques nationales, pour se différencier des marques de distributeurs, parce que les marques de distributeurs ont beaucoup progressé avec l'inflation. Aujourd'hui, les marques de distributeurs sont très bien notées par les consommateurs, quasiment aussi bien notées que les marques nationales. Donc, comme il y a à peu près 30% d'écart de prix entre les deux, il faut que les marques nationales aient des éléments pour se différencier. Et ça, c'est le rôle de l'innovation. Donc, plein de rôles, mais vous l'avez vu, des rôles qui sont moins joués ces dernières années. Donc, voilà, il faut renouer avec des innovations et une philosophie probablement fewer better, moins de lancements tactiques, mais des lancements sur lesquels on va davantage miser. Donc, se concentrer sur les vraies innovations avec cette notion de plaisir et de responsabilité qui est assez fondamentale, mais il y a d'autres axes d'innovation qu'on a évoqués. D'innover en intégrant les évolutions structurantes, le vieillissement de la population, la réduction de la taille des ménages, ça va fortement influencer la taille des emballages, l'influence des réseaux sociaux, l'attente des nouvelles générations aussi générée par les réseaux sociaux sur l'alimentation, et puis cette attention particulière qu'il faut absolument porter à l'exécution en point de vente, parce que sans ça, l'histoire ne démarre pas, l'innovation ne rencontre pas ses consommateurs, dès qu'il faut qu'elle soit visible, que le message soit très clair et que le produit soit accessible dans la compréhension et dans le prix. Un grand merci. Tu vois, j'ai laissé un blanc parce que je trouve que c'est extrêmement percutant ce que tu nous as présenté. Ça résume bien toute la problématique actuelle de cette transition qui doit être faite, notamment au travers d'innovations qui doivent être vues, qui doivent être comprises, qui doivent être vraiment dans la tendance du marché. Je crois qu'il y a vraiment, c'est pour ça aussi que nous, on tient beaucoup avec Sandrine, cette mise en avant des startups qui font un peu comme ça gratouiller
retravailler les marques. Hein, on voit bien, comme tu l'as dit tout au début, c'est-à-dire que quand il y a une innovation qui arrive, les rayons sont pas extensibles et donc ça prend la place. Donc on voit bien toute la difficulté de moyens d'ailleurs, qui est vraiment un enjeu aujourd'hui. Mais toutes ces innovations qu'on va présenter au fil du temps jusqu'au CIAL peuvent permettre à la fois de retrouver de la valeur, de retrouver une dynamique. Il faut qu'elle coche toutes les cases. Et il y a énormément de cases, comme tu nous l'as présenté. Et il y a des enjeux aussi dont va parler Sandrine, arrive cette intelligence artificielle et comment effectivement on va l'intégrer. Moi, je donne toujours l'exemple. Moi, j'utilise depuis assez longtemps, pas non plus des années, mais l'intelligence artificielle dans tout ce que je fais et on voit vraiment que ça va permettre vraiment de concentrer sur les savoirs, vraiment les expertises et c'est un peu comme une calculatrice, c'est-à-dire que faire à la main son calcul, ça prend du temps. Utiliser calculatrice n'empêche pas de bien poser la formule. Et donc, Sandrine va nous montrer ça. Et donc là, pour résumer, ce qui est vraiment difficile, hein, mais on voit bien que on est dans un tournant post-Covid, post-inflation. On sent quelque chose qui frétille pour retrouver un peu le sourire, cette dynamique. Il faut que les innovations passent par les marques et on voit bien que ce que tu disais, hein, les marques distributeurs, elles sont maintenant coude à coude avec les marques et là, il y a un vrai travail. Et les marques, c'est les marques nationales, comme on le disait dans l'ancienne façon, mais c'est aussi les startups. Et là, on voit que tous les incubateurs, on voit que il y a un gros travail qui est fait, mais il faut, comme tu l'as dit aussi, bien manger, c'est à la fois le plaisir, et ça, on le redit, la santé qui est en train de talonner, et ça, Freddy nous en reparlera, c'est post-Covid, on voit que la santé, elle est au coude à coude, mais sans plaisir, il n'y a pas de produit santé. Hein. Et la transition, c'est-à-dire que le bien consommé, on y met plein de choses. C'est pour ça que les emballages sont difficiles. C'est qu'on y met maintenant l'origine. On veut mettre des scores qui servent pas à grand-chose. Hein. Mais peut-être que, et c'est là où Sandrine va intervenir, peut-être que l'exportation digitale, l'intelligence artificielle va nous permettre d'avoir un regard plus complet. Donc, je laisse la parole à Sandrine maintenant. Et il y avait des questions pour Émilie. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on y réponde au fur et à mesure ou tu y réponds directement dans le chat? Donc, on a un onglet chat que j'ai pas précisé. Effectivement, tu as raison, Sandrine, au début. Un onglet chat et un onglet questions. Émilie, maintenant, tu peux répondre si tu veux. Et puis, n'hésitez pas après de contacter directement nos intervenants. Voilà, c'est la mise en relation et en réseau qu'on aime bien chez Planète Food Santé. À toi, ma petite complice, Sandrine. Merci, bonjour, merci Émilie, c'était super intéressant. Moi, j'ai une petite micro-question que j'aurais à te poser tout à l'heure, parce que j'ai vu qu'il y avait les gens de Migros qui étaient là, et c'est typiquement français d'avoir autant de marques, de grosses marques dans les magasins. Dans beaucoup d'autres pays, c'est quand même les marques, je dirais, type Migros, Coop ou des choses comme ça. Est-ce que tu crois, c'est ma petite micro-question, est-ce que tu crois que nous, on s'achemine vers ça en France, ou on va rester quand même sur un grand panel de marques en magasin? Écoute, le mouvement est plutôt en France à l'atomisation des marchés justement parce qu'on voit ce duopole grandes marques de distributeurs un peu challengé par l'arrivée de plein de nouveaux acteurs, des petites TPE, PME, des nouveaux acteurs de ce qu'on appelle la food tech. Donc on est plutôt sur une atomisation des marques dans les magasins. Et si ta question était sur l'aspect distribution, effectivement, on voit en revanche du côté du retail on est clairement sur un mouvement de concentration qui n'est peut-être pas terminé. Super, merci. Alors moi, aujourd'hui, je voulais vous parler de l'intelligence artificielle et de l'impact dans la food. Alors, je vais pas pouvoir tout traiter parce que vous savez que moi, mon métier, j'adorais de faire de la prospective. Et en fait, je voulais avoir deux angles, enfin plutôt un angle qui était autour de la nutrition. Puis ensuite, on demandera son avis à Nathalie là-dessus, vu qu'elle est quand même, diététicienne. Et en fin de compte, je voulais faire ce lien entre l'intelligence artificielle et l'alimentation et ce qui est en train d'arriver, ce qui est déjà en train d'arriver, ce qu'on ne s'est même pas rendu compte qui était déjà là. Et comme je rebondirai un peu sur ce qu'a dit tout à l'heure Émilie, c'est qu'effectivement, depuis la sortie du Covid, on fait le lien entre l'alimentation encore plus fort entre l'alimentation et la santé et qu'effectivement, on peut se dire que l'IAG, ça pourrait être un bon outil et qu'effectivement, on a une première partie technique où on pourrait s'imaginer
comme est déjà en train de le faire Walmart, Amazon, où on pourrait commander directement ses courses de son réfrigérateur, où en fin de compte on aurait des robots alors on a déjà des robots en France qui nous servent, mais peut-être des robots qui nous cuisineraient s'ils se suicident pas comme en Corée. Et en fin de compte, on pourrait aussi imaginer que chaque bouchée qu'on prendrait, en fin de compte, qu'on avalerait, elle serait adaptée en fin de compte à notre corps, à nos besoins nutritionnels et tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Et ça, en fin de compte, c'était un futur qu'on pensait un petit peu éloigné, mais en fin de compte, c'est un futur avec l'arrivée de ce chat GTP, je vais dire pour le grand public, qui s'est vraiment accéléré. Et en fin de compte, on se plonge dans une espèce d'univers où la nutrition, elle devient, enfin notre assiette, elle va devenir unique. Alors tout à l'heure, on posera le problème de à qui ça s'adresse, parce que comme tout marketeur, à qui ça s'adresse et qui c'est qui va payer ça, parce que ça c'est aussi la bonne idée. Mais en fin de compte, ce que je voulais voir avec vous, c'était faire un petit overview de ce qu'il existait déjà et d'où est-ce qu'on était. Et par exemple, on a déjà des IA qui intègrent une multitude de données comme la génétique, le microbiome, le mode de vie. Et en fin de compte, ça nous permet d'obtenir des prédictions plus précises de nos besoins nutritionnels et individuels. Parce que jusqu'à présent, c'était assez, je dirais, assez pour monsieur et madame tout le monde. Enfin, tout le monde avait à peu près les mêmes prédictions. Et maintenant, on est sur des choses de plus en plus fines. Sachant qu'en France, vous savez que les analyses ADN, il faut aller les faire en dehors de France, c'est interdit. Donc, on a des startups, par exemple, il y en a une américaine qui s'appelle 23andMe, qui propose, en fin de compte, des rapports nutritionnels qui vont être basés sur notre ADN. Et il y a eu une étude qui a été faite en 2018 qui expliquait que l'intelligence artificielle pouvait prédire 80% avec précision, une précision, excusez-moi, de 80%, le niveau de glucose post-repas. Donc, ce qui permettait, en fin de compte, en utilisant les données du microbiome, de proposer un régime alimentaire et un mode de vie à la personne qui s'était soumise à ces analyses-là. Un autre côté plus créatif, on a des IA qui sont capables de générer des recettes, ça on le sait depuis longtemps, mais maintenant qui vont s'adapter à vos allergies, à vos besoins nutritionnels. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire, on arrive maintenant à combiner des choses un peu plus intéressantes. Et par exemple, il y a une startup qui s'appelle Spoon Guru aux États-Unis toujours, qui arrive à mixer 180 références de préférences alimentaires pour pouvoir vous proposer des repas, ou alors si vous avez des préférences alimentaires ou des restrictions diététiques, et il y en a qui en ont de plus en plus, on en parlait tout à l'heure juste avant le début du webinaire, et on a par exemple des startups comme Init qui ont développé des assistants d'IA qui vont vous guider tout au long du processus de la planification et qui va intégrer donc toutes les problématiques qu'on pourrait avoir de santé, de ce que j'ai dans le frigo et tout, et derrière qui va nous aider pour la préparation. Donc ça, c'est le côté un peu bien, parce que tout à l'heure Émilie en parlait, c'est que ça va nous aider aussi au niveau du gaspillage alimentaire, sur cette partie-là où effectivement on n'était pas trop bon, enfin on est moins mauvais que certains autres, et en fin de compte on va pouvoir se baser non seulement sur nos problématiques qui sont liées à notre personne, mais aussi sur nos problématiques qui sont liées à ce qu'on a dans le frigo pour éviter de jeter. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui est ce qu'on va appeler la planification des repas dynamiques. Et en fin de compte, on a des IA qui ont développé des plans de vraiment personnalisés. Et tout à l'heure, je rebondissais sur ce que disait Émilie tout le temps, qui était très inspirant. Ça va concerner aussi les personnes âgées. Comment faire manger les personnes âgées, comment les aider au quotidien quand on a un petit peu perdu la mémoire et tout. Et en fin de compte, les études le montrent, des études qui ont été faites en 2023 qui le montrent qu'en fin de compte, quand les personnes se servent de l'intelligence artificielle, elles adhèrent mieux au régime alimentaire qu'on leur propose. Le gros problème, selon la catégorie de personnes, c'est qu'il y a 80% de classes d'âge, une fois qu'ils ont perdu du poids, ceux qui y vont pour perdre du poids, qui abandonnent cette idée de l'application qu'ils pourraient utiliser. Et on a encore une autre start-up qui va en fin de compte non seulement utiliser en fin de compte l'apprentissage automatique pour nous aider à se faire des repas. Et là, on a même carrément des chiffres. On sait que les personnes, elles arrivent à perdre en moyenne 3 kilos. Tout à l'heure, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, Nathalie. Et qu'en fin de compte, on a une adhésion à 74% au plan alimentaire, mais par contre, on a 80% des gens qui quittent l'application une fois qu'ils ont perdu du poids. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et en fin de compte, on a encore d'autres choses qui apparaissent, les fameux chatbots qui font de l'éducation personnalisée
à l'alimentation. Les assistants virtuels, là aussi, qui nous aident sur l'alimentation. Et là, on a une autre startup qui s'appelle l'ARC, en fin de compte, qui utilise le traitement du langage naturel. Ça, c'est comme vous et moi, on peut parler. Et en fin de compte, qui va donner des conseils nutritionnels personnalisés. Et les études montrent que c'est comparable à des coachs humains. Donc, il y a quand même certains métiers dont je commencerai à m'inquiéter en fin de compte si l'IAG vient là-dessus. Et un dernier chiffre, moi je suis pas très chiffre, mais celui-là j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fin de compte, grâce à ces coachs virtuels d'intelligence artificielle, pour les personnes qui avaient des problèmes de diabète, on arrivait à une baisse de l'hémoglobine glyquée, donc ce qui nous sert à calculer en fin de compte le diabète, de plus de quasiment 1,5%. Donc c'est un résultat qui est quand même assez significatif. Mais, et moi je voudrais conclure là-dessus, ces applications, elles ont un coût, elles s'adressent à qui et qui va vouloir payer pour ça, parce que ça, ce qu'on appelle le freemium ne suffit pas pour aller là-dedans. Et un dernier point, il y a eu un article qui est paru dans l'ADN, je ne sais pas si vous lisez ce magazine que je trouve toujours intéressant, qui parlait en fin de compte de l'amplification des contenus générés par l'IA, intégrant en fin de compte des problématiques alimentaires. Et comme c'est l'IA qui les génère, que c'est des faux, en fin de compte, ce qu'on va appeler des fake contenus, et ben en fin de compte, les gens c'est pas qu'ils font pas la différence, mais ils le croient. Comme c'est généré par l'IA, ils le croient. Et donc ça, c'est vraiment un des problèmes que moi je voudrais conclure là-dessus, c'est de faire attention à ça. C'est que ça, c'est en train de se développer. Il y a une étude qui a été faite à l'université de Georgetown en 2024 et qui disait qu'il y avait une amplification des contenus qui étaient générés comme ça par l'intelligence artificielle, donc des contenus artificiels qui étaient générés par l'intelligence artificielle. Et un des premiers réseaux sociaux où c'était le cas, c'était Facebook, et qu'en fin de compte, ça arrivait directement dans notre fil d'actualité sans être abonné à la page, et que là, les contenus qui étaient complètement faux, vu que générés par l'IA, et on ne sait pas qui c'est qui générait l'IA, enfin qui c'est qui générait les contenus derrière. Donc, voilà moi ce que je voulais vous dire sur les innovations. Donc, on n'est pas si loin. Alors, on est loin du magasin d'Émilie, évidemment, et on est peut-être loin, mais peut-être Freddy tout à l'heure nous dira ce qui est sorti cette année sur le concours. Mais en fin de compte, on voit que cette l'IAG, il y a une vraie accélération, et où quelque chose où on pensait que c'était un petit peu joke et tout, ben non. Tout à l'heure, Émilie le disait aussi, comme quoi tu es très inspirante. Les gens font attention à leur alimentation, ils veulent des aliments de qualité et on sait qu'ils utilisent des applications déjà pour regarder un peu ce qu'ils mangent. Mais là, maintenant, on va aller beaucoup plus loin dans notre alimentation. Voilà, voilà. Je vais peut-être réagir tout de suite comme ça, Sandrine, si tu veux. Donc, en fait, c'est toute cette technologie va permettre de répondre à une question très simple. C'est je mange quoi ce midi, ce soir, demain matin? Quelle est finalement la chrononutrition que je peux avoir de manière performante, etc. Et en fait, la grosse avancée, c'est que ça va agréger tout ce qu'on sait pour pouvoir, et là tu as pointé le doigt, avoir comme un coach humain, mais 24/24. Donc moi, je fais référence souvent à des personnes qui me disent, mais si je pouvais vivre avec toi pendant 1 mois, je pense qu'au bout d'1 mois, je pourrais... je réapprendrai à bien manger. Malheureusement, je ne peux pas vivre 100% avec les gens. Et en fait, ça va permettre ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se posera la question, tiens, ça, est-ce que c'est bon, ça, et ce coach virtuel pourra permettre de répondre. Et le souci, c'est de savoir comment lui, il va être alimenté, ce coach virtuel. Et là, tu pointes le doigt effectivement sur qui paye, parce que pour alimenter, ça coûte. Et comment on fait la sélection? Donc c'est là où, à mon avis, l'enjeu il est là, c'est-à-dire qu'il faudrait une énorme machine qui intègre toutes les initiatives, où est-ce qu'on habite, quels sont nos goûts, quelle est la disponibilité pour qu'on puisse dire qu'est-ce que je mange. Moi là ce midi concrètement, je vais aller manger quelque part. Qu'est-ce que je mets dans mon assiette pour qu'il convienne à ma physiologie, à mes goûts, à ma problématique. Donc je pense qu'on n'a pas trouvé la réponse comme ça, mais ça va quand même permettre pour certaines personnes qui sont en attente, parce que je pose à chaque fois toujours la question, c'est est-ce que vous en avez besoin? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin, et pour quelles raisons on a besoin? Est-ce qu'on a besoin d'un guide pour mieux manger parce qu'on a des problématiques de santé, parce qu'on a des problématiques de poids, parce qu'on a des
des engagements éthiques, etc., où on veut se dire, moi, je veux manger le plus local. Enfin, là, chacun a ses attentes. Et donc, ça va permettre d'avancer, mais effectivement, va falloir que jouer du coude dans ces applications. Il y a des choses qui sont déjà très, très avancées. Mais après, c'est ce que tu disais, Émilie, c'est qu'il faut que ce soit vu, il faut que ce soit compris. Et c'est la même chose pour ces applications. Mais je pense, moi je fais toujours la référence, c'est comme une machine à calculer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se faisait suer avec du coaching où il fallait prendre des rendez-vous de 30 minutes avec une nutritionniste et puis qu'après on est tout seul pendant 15 jours. Là, on aura H24 quelqu'un qui peut nous guider. C'est le rêve, c'est-à-dire que je prends une photo, je sais ce que je mange, je sais ce qu'il y a dedans, je sais l'impact que ça a sur ma santé. Et c'est clair que les prochaines années vont être magiques, mais c'est pareil. Le plaisir et l'humain ne sera pas non plus remplacé. Donc, va falloir jongler avec tout ça. Et donc là, ça va me permettre de passer la parole à comment on va alimenter toute cette intelligence artificielle grâce au laurier de la transition alimentaire qui nous a détecté pas mal d'innos. Ça crée, c'est pareil, c'est ce que disait Émilie, il faut être vu. Donc, faut être vu. Il y a plein de façons d'être vu. Effectivement, avant les GMS, c'est tous les incubateurs, toutes les initiatives qui permettent de faire remonter sur le devant de la scène des initiatives qui peuvent être super intéressantes. Et comme c'est une question de moyens, effectivement, on peut avoir la meilleure idée du monde en termes de produits. Si elle n'est pas vue, elle ne sera pas achetée ni mise en avant. J'ai coupé les micros tout à l'heure, donc Freddy, je te remets ton... Non, tu l'as remis ton micro, impec. Je coupe les micros parce que des fois, on entend en fait les touches du clavier et qui sonnent. Donc voilà, je vais recouper également le mien. Donc Freddy, tu nous expliques un peu ce que c'est manger du sens, les lauriers et le rendez-vous sera autour du Cial. Avant, pendant... on verra comment on décide, comment tu décides et comment tes partenaires décident de faire cette cérémonie de remise des lauriers. À toi, Freddy. Merci Nathalie, bonjour à toutes et tous et ravi de partager ce moment avec vous. Un immense merci à Émilie et Sandrine qui posent un entre-deux, j'ai envie de dire, puisque d'un côté, Émilie nous a en particulier alerté sur la sensibilité à l'innovation. Et de l'autre côté, Sandrine nous a éclairé sur les potentialités de l'intelligence artificielle générative. Donc, vous comprendrez bien qu'entre les deux, il y a un espace que je me propose d'investir avec une observation complémentaire en définitive. Et Émilie a dressé un constat sur l'innovation au sein de la grande consommation. Et Sandrine nous a éclairé sur les potentialités de l'IA appliquée à la nutrition personnalisée. Alors, au niveau de manger du sens, pour répondre à ta question, Nathalie, et merci de nouveau pour cette invitation, d'une part, à votre webinaire, mais aussi pour votre soutien sans faille à l'organisation des lauriers de la transition alimentaire. Et quand je dis, quand je vous remercie vous, c'est bien évidemment Nathalie et Sandrine qui sont associées à ces travaux-là. Alors, manger du sens, c'est quoi déjà pour éclairer nous sommes une plateforme collaborative de transition alimentaire. Quand je dis une plateforme collaborative, c'est-à-dire que l'on croise à la fois les expertises d'un studio innovation et d'intelligence collective avec une solution digitale. Et cette solution digitale, elle nous permet notamment d'organiser des challenges en ligne, des forums ou des débats collaboratifs. Je dis souvent, et je présente ça d'ailleurs, si j'ai la main sur les slides ou c'est pas... Tu y vas, tu avances, t'as la petite flèche, tu la vois là au milieu. Alors oui, la petite flèche, non, je la voyais pas. Merci. Ah oui, sur le côté. Oui, j'aime bien présenter les travaux de Frank Giles, qui est un professeur de système d'innovation et de durabilité de l'université de Manchester, parce que le positionnement d'activité de manger du sens est explicitement inspiré de ces travaux-là. Il cherche lui à
à mesurer les niveaux de transition en l'occurrence. Et pour ce faire, vous l'avez sous le petit schéma, il observe tout particulièrement l'impact du paysage, donc en l'occurrence les éléments de contexte et tendance d'une part, et d'autre part ce qui émerge en termes d'innovation, ce qu'il qualifie de niche, et il vient évaluer comment les tendances d'un côté, donc le paysage, et de l'autre côté les innovations, viennent faire pression sur les régimes, sous-entendu les règles et les normes qui régissent notre alimentation au sens large. Quand je dis au sens large, vous comprendrez évidemment qu'il n'y a pas de transition alimentaire sans transition agricole. Donc, le positionnement de Manger du Sens, c'est précisément d'éclairer à la fois le paysage. Et pour ce faire, on a développé un observatoire de la consommation engagée. Donc, on cherche vraiment à décrypter pour celles et ceux qui parmi nous sont les plus engagés en termes de consommation, de voir quelles sont les pratiques alimentaires, les nouvelles pratiques alimentaires qui y sont associées. Et puis de l'autre côté, et c'est précisément le propre des lauriers de la transition alimentaire sur lesquels je vais revenir, on cherche à sourcer, identifier, décrypter les initiatives émergentes, que ce soit des startups, évidemment. Je crois que c'est Émilie qui faisait référence tout à l'heure aux startups food tech. Sandrine y a largement fait référence dans l'exemple appliqué à l'IA générative. Mais évidemment, on observe ce qui se passe au niveau des émergences de nouvelles solutions start-up, mais pas que. On s'intéresse aussi à ce qui se passe dans les filières. Quelles sont les filières émergentes, donc quel type de nouvelles pratiques agricoles ou d'organisations agricoles qui peuvent y être associées. On regarde aussi ce qui se passe en termes de recherche-action, bien évidemment, et puis on regarde aussi les retours d'expérience, c'est-à-dire des cas d'usage avérés qui peuvent mériter de passer à l'échelle ou d'avoir un potentiel de réplicabilité. Voilà ce que nous faisons sur Manger du Sens. Notre raison d'être, c'est vraiment de donner du sens avec de nouvelles pratiques alimentaires à impact positif, et notre mission, c'est tout simplement d'aider et d'accompagner les acteurs alimentaires et leurs parties prenantes à réinventer les modèles, voilà, pour resituer le contexte. Alors, pour en venir au fait des lauriers de la transition alimentaire, c'est la seconde édition des lauriers de la transition alimentaire. Nous sommes accompagnés sur cette seconde édition, puisque la première avait lieu en 2021-2022. Pour cette seconde édition, le réseau s'est largement étoffé, puisqu'il y a 25 partenaires réseau qui nous accompagnent, à la fois qui aident à faire le sourcing des initiatives et de l'autre à évaluer ces initiatives. Pour être très transparent, nous avons eu 117 initiatives cette année. Donc, notre objectif de top 100 des initiatives qui réinventent les modèles, nous l'avons. Ce sont évidemment des initiatives à impact positif. Et d'ailleurs, l'impact positif, c'est un des critères que nous évaluons, au même titre que le caractère innovant, d'une part, mais aussi la capacité ou la potentialité, en quelque sorte, de changement d'échelle des initiatives qui sont proposées. Donc, je vous disais 117 initiatives. Il y a eu un travail de fait avec les réseaux des partenaires là pour nominer 50 initiatives. Je vais vous en présenter quelques-unes où je vais demander, je sais pas qui a la main, si c'est Sandrine ou Nathalie. Non, c'est toi. Je peux l'avoir. Alors, en fait, tranquillement. alors, j'ai pas les. Ah si, ça y est, d'accord. Ok, très bien. Donc peut-être pour amorcer ça, je le fais très rapidement. Je vais pas rentrer dans le détail et je m'en excuse parce que le temps ne me permet pas, mais je voudrais au moins vous passer ça rapidement et citer les initiatives. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Je voudrais ensuite vous partager à la fois des enseignements issus des premiers, la première édition des lauriers, où on avait identifié en particulier des piliers de la transition agricole et alimentaire. Donc j'aimerais vous en faire part. Et puis Sandrine et Nathalie m'ont encouragé aussi à vous partager un peu en avant-première ce qui ressortait de cette seconde édition. Et donc j'ai à cœur de pouvoir vous témoigner de ces éléments-là, qui seront bien évidemment, et Nathalie l'évoquait, seront approfondis à l'occasion du prochain CIAL dans le cadre d'une conférence
dans laquelle nos hôtes d'aujourd'hui donneront la possibilité aux startups lauréates en particulier de pouvoir se présenter et d'aller un cran plus loin dans l'analyse. Alors, au niveau des pratiques agricoles, 5 initiatives nominées, Agricourt, Agrocohérence, FEV, Nouvelle Ferme et Régénération. Je ne sais pas si vous le connaissez un petit peu ou pas, mais si je donne deux exemples. Agricourt, nous sommes sur une solution qui a vraiment émergé là dans le cadre de la crise du bio en particulier. Donc là, on est sur une offre de bio local, vraiment local, disent d'ailleurs les porteurs du projet, rémunérateur, avec une centaine de producteurs bio engagés dans la démarche, avec une promesse, c'est que ce soit moins cher pour les consommateurs dans le contexte de crise du bio, comme je l'évoquais, et ça s'appuie sur une plateforme logistique alimentaire dédiée. Un autre exemple avec FEV en particulier, et donc FEV, c'est ferme en ville, donc il contribue à la fois une offre de transition agroécologique, de préservation de l'environnement et du renforcement de l'autonomie des territoires, mais aussi il facilite en quelque sorte l'installation de porteurs de projets avec du financement s'appuyant sur l'épargne citoyenne. Voilà, donc c'est un deuxième exemple, c'est les nouvelles fermes. Donc c'est une solution en aquaponie qui a démontré sa preuve de concept en Nouvelle-Aquitaine en particulier, et qui a des projets de déploiement. Ils produisent à la fois de manière extrêmement vertueuse et s'attachent aussi à proposer des prix accessibles au plus grand nombre. Le dernier candidat, c'est Régénération, là, qui a été également retenu dans cette catégorie-là. Sur les solutions logistiques, et je suis déjà trop long dans la présentation, donc je vais être obligé d'être beaucoup plus rapide. Donc, je vous donne juste les noms des startups. Exemple, on a Agriflux, on a Bout à Bout, on a Cuisinons nos paysages, on a Kioscao, on a Pactic. Toutes ces solutions-là sont visibles sur la plateforme, C'est ce que j'allais dire. besoin. Ce que j'allais dire, comme on a le replay, vous pourriez faire pause sur les slides que présente Freddy et aller chercher les initiatives. C'est vrai qu'une heure, c'est très, très court, mais en même temps, ça vous donne des noms. Et vraiment, après, vous pouvez contacter Freddy. Voilà, je sais juste pour dire, effectivement, pour accélérer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais présenter que les 4 grandes catégories. Voilà. Donc, nous avions la partie pratique agricole, on vient de voir la partie solutions logistiques. Là, il y a la partie inclusion. D'ailleurs, c'est pas le bon terme. Cohésion sociale aurait été plus pertinent. Et donc là, on a botte de foin, on a les rendez-vous de l'alimentation. La maison de l'alimentation d'une part, on a Ramdam, on a les rendez-vous de l'alimentation de Strasbourg, et on a droit dans les bottes. Et puis la partie alimentation durable, on a à la fois BioAlva, Bluff, Carwell, les fermentés du bocal et Vieille Graine, et ensuite toute une série. Il y a 8 prix spéciaux avec 8 x 5 nominés, ce qui fait que au global, on arrive à une cinquantaine de nominés. Tout ça pour dire qu'à l'arrivée, il y aura 12 prix d'attribués, 4 lauriers, 8 prix spéciaux. Et parmi les 8 prix spéciaux en particulier, il y a 2 coups de cœur. Il y a il y a d'une part un prix de la communauté, donc c'est vraiment les votes en ligne du public, et un coup de cœur du jury. Je ne vais pas plus loin dans la présentation, et je m'excuse. Je me permets d'interrompre en disant, est-ce que ça corrobore ce que disait Émilie, c'est que tu sens un frémissement de l'innovation, comme elle le disait, c'est-à-dire qu'il y a eu cette période un peu, voilà, on a pris pas mal de choses sur la tête, et tu sens que cette comment dire, ce frétillement d'innovation ou pas? En fait, c'est là où je constate je constate un vrai décalage. Alors, je m'explique là-dessus. Moi, j'appelle ça la marche en crabe, si je puis me permettre. C'est-à-dire que d'un côté, on a le modèle agricole et alimentaire, je sais pas comment l'appeler, historique, celui qui existe depuis les années 60 en quelque sorte, avec une grande distribution extrêmement puissante, et puis des marques, à la fois des marques nationales,
nationales, des marques régionales, des marques de distributeurs, et je reviens pas sur le contexte, Émilie l'a brillamment décrit. Et en parallèle de ça, c'est pour ça que je parle de marche en crabe, on a ce modèle qui est assis, qui est hyper structuré, qui est hyper puissant, et de l'autre, on s'aperçoit d'un certain nombre d'initiatives. Alors, c'est pêle-mêle à la fois toutes les créations de start-up, d'une part, sur lesquelles on va revenir, et puis c'est aussi toutes les politiques alimentaires territoriales. Aujourd'hui, il y a plus de 400 projets alimentaires de territoire. La plupart des régions, des départements, des métropoles ont leurs politiques alimentaires. Il y a la loi Egalim qui vient accompagner tout ça avec les fameux 50% de produits sous signe de qualité, dont 20% de produits bio en restauration collective, même si ça marque le pas et que ça va pas aussi vite que l'on souhaiterait dans l'atteinte des objectifs en question. Néanmoins, on voit bien qu'il se passe d'autres choses. Et quand il se passe d'autres choses, j'ai envie de corréler ça avec ce qu'Émilie évoquait. Toutes les études qui s'intéressent à la consommation responsable démontrent bien, font un constat comparable, qu'il y a environ 40% de consommateurs particulièrement sensibles aux enjeux de transition. Et puis il y a le même paradoxe qu'une personne sur deux termine la fin de mois à quelques euros près et à la préoccupation de pouvoir se nourrir. Donc on a cette dualité-là, elle est évidente. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il se passe pas des choses. Et c'est ce que j'ai envie de témoigner avec ce point d'observation que propose Manger du Sens. Alors, je vous disais que j'avais pris l'engagement vis-à-vis de vous dire qu'est-ce qui ressortait de la première édition des Lauriers. En quelques mots, j'ai clairement, à l'issue de la première édition des Lauriers, identifié 4 piliers fondamentaux qui sont pas incompatibles avec les tendances alimentaires. Hein. Je viens pas m'opposer à cela, que les choses soient bien claires. C'est un filtre supplémentaire. On a les tendances alimentaires, elles sont là. Je propose de se dire, on a une deuxième focale là, qui permet d'observer les choses. Qu'est-ce que je constate dans ces 4 piliers? Il y a un premier sujet qui corrobore là ce que je viens de vous dire. C'est alors des fois je dis territorialisé ou relocalisé, mais en tous les cas il y a bien cette notion là d'empreinte du territoire, d'attachement au territoire, de relocalisation et de diversification. Donc, ce premier pilier, pour moi, c'est relocaliser, diversifier ou territorialiser, diversifier. Ça, c'est un premier pilier que l'on constate dans les dynamiques de transition agricole et alimentaire, et ça se confirme sur cette deuxième édition des Lauriers. Le deuxième, c'est un peu la démondialisation ou pas? Ouais. Totalement. En tous les cas, c'est aussi une des conséquences des politiques publiques, à la fois européennes et nationales. C'est assez évident. Voilà, ok. Il y a un deuxième pilier qui est un peu le corollaire de ça. Je l'ai intitulé décarboner, verdir. Je ne sais pas si j'ai besoin de le commenter, je pense que c'est suffisamment explicite, mais en tous les cas, si on reprend les modèles agricoles conventionnels, classiques, ils sont très engagés dans ces politiques de décarbonation et de verdissement, c'est assez évident, mais au même titre que les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la végétalisation de leurs assiettes, et les organisations de santé publique nous rappellent qu'on consomme trop de protéines animales, qu'il faudrait probablement en consommer moins. Pour être explicite sur le sujet, l'ANSES constate qu'à partir de données INRAE, que nous sommes à 65% de protéines animales aujourd'hui versus 35% de protéines végétales dans nos assiettes. À aucun moment nous avons consommé autant de protéines animales, et les préconisations de santé publique, et je parle sous ton autorité Nathalie, recommandent un 50-50, donc un équilibre entre protéines animales et protéines végétales. Donc il y a aussi ça derrière cette notion de décarbonisation et de verdissement ou de végétalisation des assiettes. Deuxième pilier. Troisième pilier, Sandrine en a fait une démonstration parfaite. Je l'ai appelé, moi, digitalisé, robotisé. Avec l'IA générative, on voit bien qu'on est dans la digitalisation. Néanmoins, on voit bien aussi sur les systèmes de production agricole qu'un certain nombre d'entre eux se réinventent avec l'apport de la robotisation, c'est assez évident. Et enfin, quatrième pilier de cette transition agricole et alimentaire. Alors, j'étais pas désintéressé du sujet, vous allez forcément me le pointer du doigt, je l'ai appelé donner du sens. Donner du sens parce que, en définitive,
et là aussi, Émilie l'a très très bien pointé, c'est cette notion de plaisir et de responsabilité. Et derrière la notion de responsabilité, elle met en exergue à la fois la santé et l'environnement. Alors ça se rejoint, mais quelque part, je trouve que le chapeau commun à tout ça, de concilier plaisir, santé, praticité, responsabilité, durabilité, etc., ce que l'on veut, c'est donner du sens, c'est-à-dire reprendre ce que Lévi-Strauss évoquait lui-même et ce qui a inspiré lorsque j'ai créé Manger du sens. Il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, faut-il qu'il soit bon à penser. Eh bien, donner du sens, c'est ce qu'on retrouve dans la dynamique des initiatives qui se créent et qui sont prises en termes de, de de courants porteurs de transition agricole et alimentaire. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette nouvelle édition des Lauriers? Parce que j'avais promis d'en dire un mot. Alors, c'est encore en cours de déchiffrage, d'observation, de décryptage, mais il y a quand même trois grands points que je voudrais vous partager. Très clairement, on voit l'émergence de solutions nouvelles, de services nouveaux. François Purcek parle de clusterisation servicielle. Alors, c'est un peu peut-être un peu complexe comme notion, mais on voit bien qu'il y a des nouveaux services qui émergent dans l'accompagnement du monde agricole, d'une part, et d'autre part, je pense, enfin, je constate plus exactement qu'il y a une forme de renouveau du collectif, un renouveau de l'entraide. Un exemple pour parler de mon propos, on a une initiative qui traduit bien ça là, dans les lauriers de cette nouvelle édition, c'est qui mon pote. Donc là, c'est une CUMA, donc une coopérative d'utilisation de matériel agricole à la base. Donc c'était de l'entraide entre agriculteurs pour se partager du matériel agricole. Et là, ils vont un cran plus loin, c'est-à-dire que il y a vraiment une dynamique collective. Ils entreprennent à plusieurs agriculteurs. Ils maîtrisent évidemment leur production, mais ils génèrent de la transformation et ils accompagnent la distribution de leurs propres produits transformés. Donc, ils font émerger de nouvelles filières. C'est ce que je mets derrière ces notions de filières émergentes, par exemple. Donc, il se passe des choses en termes d'évolution des pratiques agricoles et je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais je pourrais de la même manière évoquer dans ce contexte-là de nombreuses initiatives qui visent à favoriser l'installation. On a parlé de FEV tout à l'heure, ça va dans ce sens-là, mais sincèrement, il y a de multiples sujets. Le secteur agricole mérite à lui seul des lauriers dédiés, si je dois résumer le sujet. Le deuxième pilier qui émane et sur lequel je reviendrai forcément dans l'analyse des courants porteurs, et c'est là où je partageais il y a quelques jours à Nathalie en toute confidentialité, mais je le livre puisque ça sera un sujet sur lequel on viendra à l'occasion du prochain Cial, c'est que sincèrement, moi, j'ai quand même le sentiment sur un certain nombre de résultats là, d'études que nous venons de faire, que la santé est en train de coiffer le plaisir sur le poteau. Alors ça se joue peut-être à l'épaisseur d'une feuille, mais en tous les cas, on voit bien que plaisir et santé et plaisir, c'est extrêmement lié. Alors Émilie le dit un peu différemment, puisque tout à l'heure elle insistait sur le fait que c'était le mieux manger, mieux consommer, mais avec un lien très très fort à l'attention à soi, mais à l'attention aux autres, à l'attention à l'environnement. En tous les cas, la santé, peut-être la santé globale, c'est peut-être cette notion-là qu'il faut retenir. Elle prend de l'épaisseur, elle prend de la chair, elle prend du muscle de mon point de vue. Ça se traduit comment dans les initiatives que l'on a cette année sur les lauriers? Énormément de projets autour des légumineuses, énormément de projets autour des algues, parfois des projets avec des légumineuses et des algues, parfois des projets autour de la fermentation, mais en tous les cas, on voit bien moins de produits transformés, plus de cuisine, bref, là aussi, on vient corroborer ce que j'évoquais précédemment en termes de santé. Je dirais, j'ai dit pour corroborer ce que tu viens de dire, je n'ai pas, et tu vois, j'étais en train de regarder ma liste là, je ne vois pas une innovation arriver sur le marché en disant plaisir 100%, la santé on s'en fout, c'est ultra transformé, il y a plein d'ingrédients, on sait pas trop ce que ça fait, mais on s'en fout, c'est bon. C'est plus possible. Or, je te dirais qu'il y a 30 ans, il y avait sur le marché des choses quand même assez hallucinantes. Donc, je sais pas à quel niveau c'est la santé, mais il se trouve que moi je m'appelle Évidence Santé, donc j'ai envie de te dire au moins à égalité, mais j'ai l'impression que c'est
en fait, on peut plus parler plaisir si on n'a pas validé un peu la santé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de culpabilité qui s'est mise en place. Donc, je sais pas à quel niveau. En tout cas, aujourd'hui, on peut pas lancer on doit lancer un produit qui doit être bon pour la planète et bon pour la santé et bon à manger. Enfin, les trois, c'est clair. Et tout, ça se lie, effectivement. Ça se lit. Et puis enfin, pour pas être trop long, ce dernier courant porteur là que je vois bien émerger cette année encore plus que lors de la première édition des Lauriers, et je sais Nathalie combien tu vas y être sensible, c'est-à-dire que sur les 117 initiatives de transition que nous avons identifiées, 117 initiatives à impact positif, force est de constater qu'il y a une vraie dynamique de l'entrepreneuriat féminin. Et donc c'est important de le souligner. C'est pas neutre. Et de la même manière, On y a j'ai tous envie de dire. contribué, hein. Et j'ai envie de pointer aussi le fait qu'il y a beaucoup d'initiatives. C'est pour ça qu'on questionnait, on avait intitulé notre catégorie inclusion sociale en ouvrant le spectre. C'était pas de l'inclusion au sens stricto sensu tel qu'on a l'habitude de l'évoquer, mais cohésion serait plus évident. On voit aussi beaucoup d'initiatives autour de la cohésion sociale, et j'ai même envie de dire de la cohésion territoriale. Et donc, je pense que ça fait écho très largement aussi au contexte politique du moment. En tous les cas, voilà ce que nous reflètent les initiatives candidates au Laurier de la transition alimentaire. Et je terminerai, je conclurai là-dessus. Là, je croise à la fois ce qui ressort des initiatives, mais aussi de ce que l'on a pu observer dans le cadre de l'Observatoire de consommation engagée, là, porté par Manger du Sens. Et pour le coup, on a trois priorités qui s'affichent ou qui me semblent déterminantes pour la suite. En tous les cas, qui sont des points de vigilance pour l'accompagnement de l'innovation et des transitions. Le premier, c'est la nécessité de créer du lien. Ça ressort, je crois, dans les tendances du CIAL, et je partage ça totalement. Moi, quand je dis créer du lien, c'est créer du lien notamment entre les citoyens et les agriculteurs. On a besoin de retrouver cette efficience-là. Le deuxième élément que je voudrais souligner, c'est qu'on voit qu'il y a une dynamique pour renforcer l'accessibilité d'une alimentation plus locale, plus saine, plus accessible. C'est indiscutable. Quand je dis plus accessible en termes de prix, mais accessible à toutes et tous. Et puis enfin, le troisième élément que je tiens à pointer aussi, qui me semble être un point de vigilance majeur pour la suite, c'est de pouvoir concilier un prix accessible pour les consommateurs et un juste revenu pour les producteurs. Voilà ce que je pouvais vous partager en cette matinée, et je me prêterai au jeu des questions et des interactions. Il y a eu pas mal d'interactions. C'est hyper riche, hein, ce webinaire. Je crois on a concentré. Enfin, je trouve hyper intéressant, et il résume bien les dernières années et les 6 derniers mois surtout, et les enjeux vraiment de l'avenir. Et c'est là où on voit l'impact de l'intelligence artificielle, parce que toutes ces contraintes, elles peuvent être mises dans une espèce de boîte et pouvoir nous sortir effectivement la bonne approche qu'on peut avoir, que ce soit en termes d'innovation ou en termes de consommation. J'ai vu dans le chat, j'ai réagi notamment cette histoire d'émotion. Je vais vous dire qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle peut intégrer par des capteurs l'état de stress dans lequel on est. Par des capteurs, on peut regarder aussi les pulsations cardiaques, la cohérence. Enfin, je veux dire, l'intelligence artificielle, elle peut nous faire un scanner total pour que, à la fois en termes de physiologie, en termes d'émotion, en termes d'éthique, on puisse nous donner la réponse adaptée. Donc, franchement, je pense que ça peut répondre à tout. Effectivement, l'enjeu, c'est comment on va nourrir cette intelligence artificielle, c'est le cas de le dire, et pour que ce soit adapté aux réponses. Donc, je pense qu'on pourra revenir au fur et à mesure de notre présence sociale. Donc, chez Évidence Santé, on aura un stand et puis des mini-conférences. Je pense que ça a été extrêmement riche, tout ce qu'on s'est dit là, et on pourra faire des petits spots de mini-conférences, on pourra réaborder. Donc, vous allez peut-être nous aider, là, tous ceux qui ont écouté et qui vont se connecter ensuite au replay pour pouvoir justement aider les marques qui sont en GMS, les petites marques qui veulent innover, peut-être trouver des nouveaux circuits, de nouvelles façons, parce qu'il faut être vu. Et c'est vrai que rentrer dans la grande distribution, on voit bien, c'est très dur. Je vais vous faire justement une petite remarque que j'avais. Hier, j'étais à l'inauguration, le test grandeur nature du restaurant
du village olympique, donc qui est géré par Sodexo, qui a gagné l'appel d'offres. Et donc il y avait 3000 participants de Paris 2024 qui ont découvert 6 restaurants. Donc il y a des restaurants français, restaurants asiatiques, restaurants halal, restaurants de la gastronomie française. Et en fait, en partenaire du comité olympique, il y a Coca-Cola. Voilà. Et je me dis qu'entre les deux, ben, il y aurait peut-être des petites marques qui auraient eu une présence intéressante pour faire découvrir d'autres types. Et voilà, je pense qu'on est vraiment à un moment de bascule où il y a des énormes marques présentes et bah, des petites initiatives qui vont peut-être permettre de changer le monde si on les accompagne. Donc moi, je voulais juste finir par partager, parce que je l'ai promis à toutes les startups qui ont vraiment joué le jeu, nous ont envoyé, donc je vous mets le petit slide, nous ont envoyé leur dossier. On leur donnera rendez-vous au CIAL. Donc là, il y en a 9. Donc vous voyez, il y a encore de la place. On va classer en fait et on verra parce que le dimanche 20, Sandrine également sera présente. Donc on va faire un événement Planète Food Santé. Mais nous, on sera présents du samedi au mercredi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, de voir comment on peut vous aider à mettre en avant toutes ces initiatives. Donc, il y aura les ingrédients. Donc là, on avait sélectionné Maltivore, qui est donc un ingrédient qui permet de transforme la drèche en fait de bière. Et donc, c'est un ingrédient qui est enrichi en protéines. Et on parlera beaucoup de protéines, tu l'as dit, et notamment Freddy, parce que c'est cet enjeu d'être à nouveau à 50-50 entre animal et végétal. Et donc, c'est un ingrédient qui va aider dans la boulangerie, la biscuiterie et la restauration. En ingrédients, on a également le konjac, donc avec une filière totalement française, donc ça s'appelle France Konjac. Donc je sais pas si vous connaissez le konjac. En fait, ça peut être un ingrédient, mais ça peut être directement des produits finis. C'est des pâtes et du riz sans gluten et sans sulfite notamment. Et donc sa fondatrice. Et là, tu as également. J'ai pas fait le slide, mais je pense qu'on est à 50-50 à peu près. Entrepreneuriat au féminin qui change aussi dans l'approche. Il y a une approche qui a été différente et qui maintenant permet d'avoir un bon équilibre. Et donc la France Konjac, on a Maille Levain qui est également une combinaison, Maille Levain qui a un levain naturel du bassin d'Arcachon et qui a une activité métabolique élevée. Et on voit tout ce qui est microbiote aussi, c'est des sujets qui sont hyper intéressants. Dans les produits finis, on en a sélectionné 3. Bluff, j'ai vu que tu l'avais également dans les lauriers. Donc là, c'est une saucisse avec cette part de végétal. Moi, j'avais sélectionné. C'est toute cette approche de nouvelles protéines, donc que ce soit à base de légumineuses, notamment comme par exemple Alpina Savoie qui a lancé des pâtes et qui s'est posé la question de est-ce qu'il y a un intérêt que je le lance en GMS, sachant qu'ils avaient déjà une offre pour la RHF pour aider justement à cette approche d'augmenter les protéines végétales. Elsie, qui est mon petit chouchou, c'est la gourmandise saine, mais c'est notamment à base de fibres de racines de chicorée qui permettent de baisser l'impact en fait sur la glycémie et qui est également retravaillé pour être beaucoup moins ultra transformé que les autres gourmandises. Ça c'est pareil, on en reparlera aussi sur cet aspect glycémie. Boisson, alors moi c'est mon dada. J'avais lancé moi Warm Up, donc mon écosystème pour booster l'entrepreneuriat au féminin, par notamment la volonté de créer une boisson 0 calories, bonne pour la santé. Et enfin, j'étais confrontée à plein de choses. Les mastodontes du marché, c'est vraiment lancer une boisson aujourd'hui, c'est vraiment compliqué, la logistique. Et là, j'ai trouvé, grâce notamment à l'initiative Sugar Free Festival, Habitus, je vous invite à aller regarder. C'est des boissons en canette, c'est 2 ingénieurs agro, donc c'est total Warm Up compatible. Donc un garçon, une fille qui ont créé parce qu'ils ont une autre activité, parce que effectivement, ça fait 4 ou 5 ans qu'ils l'ont créé. Donc, c'est des infusions pétillantes de plantes, puisqu'ils sont eux-mêmes, ils ont tout un business autour des plantes, en canette, ultra moderne, hyper accessible en prix. Allez regarder sur le site, commandez-vous pour l'été des boissons rafraîchissantes. J'aurais tellement adoré de les voir au village olympique hier soir, à côté de Coca-Cola Light, il n'y a pas de souci. Bref, et en initiative, j'en ai sélectionné 2, mais il y a In Extremis, donc qui essaye de cocher toutes les cases que vous avez citées tous ensemble, entre le gaspillage, entre la planète, entre le côté sain. Donc effectivement, ça résume le bon pour ma santé, bon pour ma planète, et bon, et j'ai oublié le 3e, santé, planète, et bon, bref, bon pour ma santé, bon pour ma planète.
Et donc c'est une gamme de produits qui sont élaborés. Et puis en dernier, Sugar Free Festival qu'on accueillera. Donc j'étais bluffée par cette initiative qui s'est passée il y a un mois avec une quarantaine de startups qui présentaient leurs produits, tous à des niveaux différents de mise sur le marché, mais il y avait des choses déjà très élaborées comme OUI, une pâtisserie qui est maintenant aussi chez Picard, donc avec une diminution. Donc toutes ces diminutions en fait, à la fois de la présence de sucre et aussi de l'impact glycémique, donc sans effectivement être zéro sucre, mais d'avoir effectivement une approche sur notre physiologie d'apport d'énergie de notre corps, donc très très intéressante. C'est vraiment aussi, je pense, l'avenir. Et donc, j'ai une sonnerie, mais c'est pas grave. Et donc voilà, donc toutes ces initiatives, elles seront présentes sur notre stand au Cial au fur et à mesure de la semaine. Et donc, ça nous permettra de les mettre un petit peu plus en avant et puis d'essayer de vraiment de mettre en scène toute cette tendance d'innovation qui pourra se retrouver en GMS, se retrouver sur d'autres circuits et qui coche toutes les cases. Excusez-moi, je vais décrocher avant de enlever le son. Donc, pour conclure ce webinaire très innovant à la fois, merci à tous pour vos présentations incroyables qui vont nous donner plein d'idées dans la tête. Je vous donne rendez-vous donc à la rentrée. Merci à tous les participants. Sandrine, tu veux dire un petit mot pendant que je vais raccrocher ce téléphone qui sonne à côté de moi? Moi, je vais vous souhaiter de bonnes vacances à tous. On est tous très fatigués, donc déjà je vous remercie d'être venus, que ce soit Émilie, ça faisait longtemps que je voulais que tu reviennes nous voir. Freddy, merci pour ces lauriers de la transition alimentaire qui mettent tellement en avant des startups, qu'on voit un peu toujours les mêmes, et là ça change un petit peu. Ma complice qui va aller faire les Jeux Olympiques, elle part pas en vacances, elle part faire les Jeux Olympiques. Moi, je partirai début août quand même. Voilà. Bon, on se retrouve à la rentrée, ça c'est sûr. Sur quelle thématique? On n'a pas eu le temps de vous parler de réglementation et on sait que c'est quelque chose, mais ça bouge beaucoup. Donc, Nathalie avait préparé 2-3 trucs, mais c'est pas grave, on vous les Émilie, tu l'as présentera à la rentrée sur la réglementation. Émilie, elle l'a résumé quand elle a montré le packaging de Nesquik avec les multiples logos. Enfin, je pense qu'il va falloir faire un peu de ménage sur tout ce qui est affichage. Est-ce que c'est vraiment, et se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment utile au consommateur pour faire le choix des produits? Et je pense que c'est pas sur on-pack, c'est probablement en accompagnement. Et c'est là où on va rejoindre cette histoire d'intelligence artificielle. C'est pas parce qu'il y a un Nutri-Score, c'est pas parce qu'il y a l'origine info, c'est pas parce qu'il y a la liste des ingrédients, les valeurs nutritionnelles, qu'on met ce qu'il faut dans son caddie, qu'on met ce qu'il faut dans son assiette. Donc, je pense qu'il va falloir repenser totalement l'information au consommateur. C'était ça que je voulais vous dire en quelques slides. Super. Et voilà. Et puis merci à tous. Bel été. Reposez-vous bien. Merci. Nous, faites du sport. Parce que ça c'est aussi, on n'en a pas parlé. Ouais, mais c'est bien manger. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bien bouger. Le troisième, bon pour la santé de manière générale. Donc l'alimentation et l'activité physique, c'est hyper important. On bouge pas assez et faire ces 5 petites minutes de méditation 3 fois par jour pour une bonne cohérence cardiaque et limiter le stress. Donc bel été à tous. Et vous savez, rendez-vous à la rentrée. nous poser des questions. Connectez-vous avec nos intervenants directement sur LinkedIn et vous pouvez leur poser toutes les questions. S'ils n'ont pas répondu à tout, ils se feront un plaisir de vous orienter. À tout bientôt. Ouais. Au revoir. Plein de petits mots, le lien. Bye bye. Au revoir. On a hâte de vous voir en vrai. Ciao, ciao. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai.